Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui étaient déjà connectés à 13h30. Bienvenue aux derniers arrivants. Oui, voilà, Monsieur Géraud, c'est bon, nous attendions les derniers connectés. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire, ce rendez-vous énergie OGEC pour voilà, ce sujet très important qui nous tient à cœur, agir à l'approche de la période de chauffe. On a une heure pour en parler. Je m'appelle Rieux de la Veine. Je m'occupe notamment chez Alterwatt de la relation commerciale avec nos grands comptes et avec nos partenaires. Et je suis accompagné aujourd'hui de Aubin Fouret, que je te laisse te présenter, Aubin. Bien sûr, merci Rieux. Bonjour à tous. Donc effectivement, Aubin Forêt, donc moi je suis ingénieur en efficacité énergétique au sein d'Alterwatt. Et donc je travaille globalement sur les sujets énergétiques dans le tertiaire, donc voilà, autour des audits énergétiques, de l'accompagnement autour du décret tertiaire et de l'accompagnement plus global aussi autour des changements des systèmes de chauffage. Donc globalement, voilà, essayer de décarboner en diminuant la consommation liée au gaz et au fioul. Et puis la partie aussi photovoltaïque qui peut être intéressante sur certains cas. Très bien, merci beaucoup Aubin de prendre de ton temps pour venir nous partager ton expertise sur ce sujet, toutes tes connaissances qui sont souvent des connaissances qu'on partage lors d'études, d'accompagnement et aujourd'hui on veut vous partager pour vous aider à agir dans votre établissement scolaire. Donc, on va parcourir différents sujets pendant cette heure et on voulait commencer ce temps de webinaire par remettre un petit peu de contexte. Voilà pourquoi il y a tous ces sujets, pourquoi on cherche à faire attention à la période de chauffe, au-delà de l'aspect financier bien sûr, mais pourquoi il y a tous ces sujets réglementaires notamment qui doivent aussi vous motiver à participer à ce webinaire. On en parle depuis quelques années, bien sûr, c'est le réchauffement climatique. Et donc, je vous ai mis, pour prendre un petit peu conscience de qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique, on entend beaucoup de choses. Voilà, ce graphique qui vous indique la température observée à la surface du globe par rapport à la période 1850-1900. Donc, une moyenne de base entre 1850 et 1900 qui est l'ère en fait pré-industrielle. Et à partir de l'ère industrielle, donc il y a eu la généralisation de la combustion d'énergie fossile, donc avec beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, on voit la température qui augmente très fortement. Alors, il y a déjà eu des variations de température dans l'histoire de la Terre depuis l'existence, mais généralement, ces écarts de température, ils se déroulaient sur plusieurs centaines de milliers d'années. La planète avait le temps de s'adapter, etc. Par exemple, pour avoir un ordre de grandeur, la dernière ère glaciaire, il y avait un écart de 5 degrés environ par rapport à la surface de la Terre, par rapport à aujourd'hui. Et à la dernière ère glaciaire, la majorité de l'Europe était couverte de glaciers. Donc c'est pour vous donner aussi un ordre de grandeur de voilà, quand on parle de 1,5, 2 degrés, voilà, si on pense à la température d'une journée, c'est pas beaucoup, mais quand on parle de température du climat, c'est important. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a aussi un consensus scientifique sur la contribution de l'activité humaine à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, on peut se demander d'où viennent ces gaz à effet de serre. Il y a plusieurs sources, mais notamment 70% de ces sources, c'est l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie, elle va varier, enfin, elle va être utilisée dans différents secteurs, donc la partie industrielle, la partie plus agricole, et l'impact du secteur du bâtiment, ça représente 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on parle de bâtiment, c'est le résidentiel et le tertiaire. Et donc, ces différentes réglementations, décrets tertiaires, décrets BACS, viennent s'attaquer à ces 20%. Quelques infos très actuelles que je trouvais intéressant de vous partager également, c'est voilà, des informations qu'on a ressorties du rapport du Haut Conseil pour le climat. Le Haut Conseil pour le climat, c'est une institution qui réunit des pontes de ces sujets climatiques, notamment présidée par Jean-Marc Jancovici, si vous le connaissez, qui est un petit peu médiatisé. Et ils partent d'un constat et ils analysent un peu l'impact qu'il peut y avoir sur toute la société. Je vous ai sorti
3 points de l'introduction là, qui fait le constat. Déjà qu'en 2024, on était la première année à dépasser 1,5 degré par rapport à la moyenne 1850-1900. Alors souvenez-vous, 1,5 degré, c'était un des paliers qui était cité dans les objectifs de la COP 21 qu'il fallait éviter de dépasser. Alors, on ne peut pas dire qu'on l'a vraiment dépassé parce qu'on considérera que le seuil est dépassé quand sur une moyenne de 10 ans, donc entre 2024 et 2034 par exemple, on aura franchi ce seuil. Mais ça indique quand même qu'on tend vers ce palier déjà qu'il aurait fallu éviter de dépasser. Le deuxième point, c'est qu'en 2024, la consommation énergétique des bâtiments, elle augmente de 1% par rapport à 2023. Alors là, ça paraît fou de se dire, avec tous les efforts qu'on fait, les travaux, les investissements que ça représente, eh bien, en fait, in fine, derrière, la consommation, elle continue d'augmenter, alors qu'on essaye de plancher là-dessus. Et ça, c'est en France. Donc, il y a un peu un flou, c'est difficile de trouver les raisons. Peut-être qu'il y a une raison notamment qui est liée à l'effet rebond qui est connu quand notamment il y a des efforts qui sont faits sur l'isolation du bâtiment. Et ben, finalement, c'est pas la consommation qui va baisser, mais c'est l'envie de confort dans le bâtiment qui va augmenter. Et donc, on va consommer d'autant plus pour continuer d'atteindre ce nouveau désir de confort. Et le troisième point, et puis après, je te laisserai la parole, bien sûr. Le troisième point, c'est que sur justement cette moyenne 2015-2024, donc là, c'est quelque chose qui est comparable à la période 1960-1990, on parle d'une moyenne, il y a eu 6 fois plus de jours de vagues de chaleur par an que sur cette ancienne période. Donc 13 jours récemment, en moyenne par an, versus 2 jours entre 1960 et 1990 en moyenne par an. Alors, les vagues de chaleur, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme que vous avez dû beaucoup entendre à la radio, aux infos cet été. La vague de chaleur, on utilise ce terme quand la température sur l'ensemble du territoire français dépasse 25 degrés sur l'ensemble d'une journée, donc en considérant en moyenne, donc en considérant également la nuit. Donc, c'est quand même important, ça veut dire que la température a du mal à baisser même la nuit. Et donc là, on va vraiment parler de vagues de chaleur. Et pour vous donner un ordre d'idée, justement, cet été 2025, il y a eu 33 jours de vagues de chaleur. Donc, quasiment 3 fois plus que la période 2015-2024. Et à l'inverse, on peut voir notamment dans cette courbe que les vagues de froid, elles sont en régression. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de vagues de froid, c'est possible de voir une anomalie. En mai, il va se remettre à neiger alors que justement, on n'arrête pas de nous casser les pieds avec le réchauffement climatique. Et en mai, finalement, après une semaine très chaude, on va avoir de la grêle et de la neige. C'est encore possible. Justement, ça va être peut-être des anomalies plus fortes, plus intenses. Mais globalement, les vagues de froid sont en régression. Donc, on voit bien les pics de température sur cette courbe par rapport à la moyenne attendue saisonnière. Voilà, fort de ce constat un peu déprimant, certes, on a envie d'aller de l'avant et de trouver une solution qui est de réduire de manière globale les émissions de gaz à effet de serre, donc de réduire la consommation d'énergie. D'où le décret tertiaire dans le secteur tertiaire pour fixer les objectifs quantifiés, pour rappel, qui sont des objectifs surfaciques pour 2030, 2040, 2050. Surfacique, ça veut dire rapporté à la surface, pour pouvoir comparer les bâtiments entre eux. Et ces objectifs, on va pouvoir les calculer de 2 manières, soit des valeurs relatives, donc des pourcentages par rapport à une année de référence, soit des valeurs absolues, notamment si votre bâtiment est plutôt récent. Et ensuite, comment respecter ces objectifs ? Il y a plein de manières différentes et on va en parler aujourd'hui. Comment baisser sa consommation propre, et c'est aussi dans ce cadre-là qu'il y a le décret MAX qui vient pousser les systèmes de pilotage pour justement piloter tout ce qui consomme de l'énergie dans votre bâtiment pour supprimer le gaspillage.
On ne va pas trop en parler pendant ce webinaire de ces sujets. Si jamais aujourd'hui vous en êtes à une étape où vous n'avez pas encore déclaré, ou vous ne savez pas très bien où vous en êtes sur le décret tertiaire, ou si le décret BACS, vous savez qu'il faut avancer, mais vous ne savez pas trop comment, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter. C'est des sujets sur lesquels nous sommes experts. Et donc voilà, aujourd'hui, d'ici 15 jours, peut-être certains attendront la fin des vacances scolaires, donc début novembre. Il va y avoir la saison de chauffe qui va débuter. Donc c'est l'occasion de faire le point chez vous sur vos consommations et comment agir. Donc voilà, suite à cette longue introduction, Aubin, je te laisse la parole pour nous éclairer sur des bonnes actions, des bonnes pratiques, comment analyser où on en est dans son établissement. Je le rappelle, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. On tentera d'y répondre soit au fil de l'eau ou tout à la fin de la présentation. Tout à fait. Merci beaucoup, Rieux. Avec plaisir. Donc voilà, Rieux l'a abordé. L'idée ici, c'est qu'on ne va pas spécialement aborder l'ensemble, d'ailleurs, ce n'est pas le but, l'ensemble des moyens de réduction de consommation énergétique dans vos écoles, dans vos établissements. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. Là, on va plutôt se concentrer sur... voilà, là, on arrive au début de la période de chauffe. Certains ont même peut-être déjà commencé à chauffer avec les périodes de disons, grand froid relatif qu'on a pu avoir la semaine dernière et il y a 2 semaines. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, OK, on arrive au début de la période de chauffe. Qu'est-ce que je peux faire? Sur quel vecteur je peux me concentrer pour vérifier que j'ai une bonne régulation et que je maîtrise ma consommation énergétique? Évidemment, le cas de l'ensemble de vos établissements est différent. On va avoir des établissements qui sont très bien isolés, avec une chaufferie qui est excellente, ou des fois avec des pompes à chaleur, ou même des systèmes géothermiques, même s'il y en a assez peu dans l'enseignement. Mais on a voulu partir d'un postulat, on va dire, classique qui concentre la majorité d'entre vous. C'est qu'en général, vous avez une consommation électrique et vous avez une consommation liée à une chaufferie. Et cette chaufferie, ça peut être du gaz, du fioul, ça peut aussi être une sous-station avec un réseau de chaleur. Mais dans la majorité des cas, c'est du gaz qui vous sert à chauffer. Et après, voilà, vous avez une consommation liée à l'eau chaude sanitaire qui est soit reliée à la chaufferie avec un ballon dans la chaufferie pour, je ne sais pas, un internat si vous en avez un gymnase ou pour la cuisine. Soit vous avez des petits ballons électriques qui sont présents dans chacun des points de puisage. Et voilà. Et donc, l'idée, pourquoi on parle de tout ça, c'est qu'on va surtout se concentrer d'abord là sur la régulation en chaufferie. Pourquoi? Parce que la consommation de chauffage dans les établissements scolaires, c'est la majorité de la consommation énergétique de l'établissement. C'est en moyenne 60 à 80% de consommation de votre établissement. Et voilà, ça rejoint le principe de Pareto dont on parle aujourd'hui, c'est que globalement, l'idée, c'est de réussir à se concentrer sur les efforts, enfin, faire le minimum d'efforts pour le maximum d'effets. Et donc, arriver à concentrer les efforts sur les actions à faible coût, mais à fort impact. Et en plus, on peut rajouter que 80%, là, ces chiffres 60 à 80%, ça concerne la consommation. Mais si on avait un regard plus sur les émissions de carbone, l'électricité en France, on a la chance qu'elle soit quand même décarbonée à 95%. Donc, c'est pas si grave, sauf pour votre facture en fin de mois, je vous l'accorde. Mais d'avoir plus de consommation en électricité, c'est vraiment sur la partie gaz qu'il faut agir. Tout à fait. Quand on parle gaz ou fioul, ou en tout cas énergie fossile. C'est ça. Mais bon, forcément, pour vous, on ne peut pas décorréler ça à la fois de vos factures et du décret tertiaire aussi qui vous impacte. Donc, évidemment que l'électricité est aussi important. Tu peux passer à la slide suivante. Et donc, du coup, en préambule, on voulait vous expliquer globalement comment fonctionne une régulation dans une chaudière gaz. Globalement, vous allez avoir une chaufferie gaz avec une ou deux chaudières et vous avez différents départs qui vous permettent, généralement, il y a un départ par exemple radiateur, un départ pour des centrales de traitement d'air si vous en avez ou pour des aérothermes, et puis en fonction voilà, des différents bâtiments que vous pouvez avoir dans votre site. Ces départs, ils sont régulés. Ils sont régulés avec des lois d'eau. Qu'est-ce que c'est une loi d'eau? C'est globalement, généralement, des lois d'eau. Une loi d'eau, c'est en fait, on va avoir une sonde de température extérieure qui est placée dans votre bâtiment. Et en fonction de la température extérieure, on a une température
hydraulique, donc une température de l'eau que l'on souhaite dans le réseau. Classiquement, pour des radiateurs, par exemple, ça va vraiment dépendre du niveau d'isolation de votre bâtiment, mais vous allez avoir, je ne sais pas, par exemple, on chauffe à 60 degrés l'eau quand il fait moins 5, et on passe plutôt à 35 degrés quand il fait 15 degrés, par exemple. L'idée de cette loi d'eau qu'on a aujourd'hui dans la grande majorité des réseaux hydrauliques, c'est de pouvoir ajuster la régulation, de piloter en fonction de la température extérieure. Donc ça, c'est le principe de base. Et après, voilà, quand vous allez dans vos automates de régulation en chaufferie, vous avez des programmations horaires avec des températures de consigne. Ces programmations horaires, généralement, voilà, vous les définissez, dans votre cas, il n'y a personne le week-end, donc on met en consigne, disons, classique de chauffage du lundi au vendredi. On prend en compte l'inertie, donc on essaye de mettre un peu plus tôt, disons à 6 heures du matin, et on s'arrête à 17 heures, par exemple, 6 heures, 17 heures, du lundi au vendredi, et puis le week-end, c'est coupé. Ça, c'est le principe théorique. Mais le premier point d'attention, c'est déjà donc de vérifier est-ce que cette programmation horaire, elle est cohérente et elle est pertinente avec le fonctionnement de vos bâtiments. Si, par exemple, vous arrivez le matin et qu'il fait déjà super chaud, ou à l'inverse, qu'il fait trop froid, c'est probablement que la programmation horaire ou la température de consigne est pas tout à fait adaptée. Et là, on pourrait s'arrêter 5 minutes pour parler d'un point qui est important et qui est souvent, disons qu'il y a souvent un abus de langage qui est fait, c'est que dans ces régulateurs en chaufferie, vous avez des températures de consigne. Souvent, c'est marqué température confort, température réduite. Et ça peut arriver que voilà, vos mainteneurs, vos prestataires extérieurs vous disent si, j'ai bien régulé, regardez, j'ai mis 20 degrés en consigne, 17 degrés en confort. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ces températures-là, dans la grande majorité des cas, ça ne correspond pas à la température intérieure. Parce qu'on n'est pas spécialement raccordé à une sonde de température intérieure. Donc en fait, on ne sait pas réellement quelle température on a dans le bâtiment. On a programmé quelque chose qui a été fait par le constructeur au départ, mais ce n'est pas forcément relié à la température réelle dans votre bâtiment. Et ça, c'est important de le comprendre parce que aujourd'hui, dans les systèmes récents sur des bâtiments neufs, vous avez une rétroaction. Donc ça veut dire que en fonction des sondes qui sont posées dans le bâtiment, effectivement, à l'intérieur du bâtiment, tout à fait, on a un ajustement de cette régulation qui est faite automatiquement et ce qui permet en fait, d'ajuster la température d'eau qu'on va dans le réseau. Donc, quand on parlait de la loi d'eau avec, par exemple, 60 degrés s'il fait moins 5 en extérieur, si on programme une température de consigne, mettons à 20 degrés ou 21 degrés, et ben, si on a un retour des sondes intérieures à 22,5 par exemple, on va baisser la température du réseau hydraulique, non plus à 60 degrés, mais à 55 par exemple. C'est défini par le constructeur. Et en général, sur des systèmes anciens, donc voilà, années 2000, voire avant, mais même en fait, même au début des années 2010, c'est loin d'être toujours le cas. On n'a pas de rétroaction avec boucle intérieure. Ce qui fait qu'on a des températures de consigne programmées à 20 et à 17 par exemple, mais en réalité, dans votre bâtiment, ça se trouve, il fait 20 degrés la nuit et il fait plutôt 21 ou 22 en journée. Ou l'inverse d'ailleurs, mais là on parle plutôt d'économie d'énergie. Donc voilà. Et d'ailleurs, du coup, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que vous, dans votre établissement, vous savez où se trouve la sonde de température extérieure de votre chaudière? J'ai mis un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Et parce que, est-ce qu'elle est bien aussi, est-ce qu'elle est bien positionnée? Parce que si, en fait, elle est tout le temps au soleil, alors que le reste du bâtiment est plutôt orienté nord, justement, et donc plus à l'ombre, il peut y avoir un impact. Ou à l'inverse, est-ce qu'elle est positionnée à la sortie d'une bouche d'aération qui envoie de l'air plutôt chaud et donc peut-être qu'elle peut être aussi un peu biaisée de ce point de vue-là. Donc ça vaut le coup de se poser la question, où est la température de sonde extérieure? Est-ce qu'elle est encore fonctionnelle d'ailleurs? Complètement. Et voilà, pour être sûr qu'il y a des bonnes informations qui sont envoyées à votre chaudière. Complètement. Généralement, elle est au nord, pour prendre une hypothèse, disons, confort, et donc plutôt pessimiste. Et c'est ça, il faut vérifier qu'elle est bien en fonctionnement et qu'elle n'est pas altérée par un phénomène à côté de ventilation, de sortie, etc. Et une question de M. Dufour qui demande si, justement, quand il y a une sonde intérieure à l'intérieur des locaux, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une sonde extérieure? Oui, tout à fait. Ça dépend de la programmation qui est faite, mais dans le cas commun qu'on rencontre dans les chaufferies dans l'enseignement,
En fait, on a une loi d'eau sur température extérieure. Donc ça, c'est la définition, première de votre régulation. Et les sondes intérieures permettent d'ajuster cette loi d'eau, permettent de jouer sur, en général, c'est maximum 5 à 10 degrés de la température d'eau qu'on a dans le réseau. Donc, quand on reprend l'exemple précédent, voilà, si on est par exemple à 50 degrés, en fonction des retours qu'on va avoir, on va aller de 45 à 55, mettons. Mais par contre, c'est bien la loi d'eau sur sonde de température extérieure qui définit cette courbe de chauffe. Oui, vu que ça va permettre de savoir quelle est la déperdition de chaleur. S'il fait très froid dans le bâtiment, pour atteindre 20 degrés, il faut qu'elle soit beaucoup Exactement. plus... Et l'intérêt, c'est de. En fait, s'il fait 20 degrés en extérieur, Ouais. on n'a pas besoin de chauffer. Enfin, la plupart des radiateurs ne sont pas forcément allumés à fond. Donc, on a une demande qui est bien moins importante. Et donc, on fait des économies en étant à plus faible température. Merci. J'espère que M. Dufourcet a répondu à votre question. Ouais, super. Confirme. Parfait. Donc voilà, ça c'était un peu un aparté, mais qui est important sur le fonctionnement de la régulation, parce que c'est vraiment très facile de se dire on va en chaufferie, on tombe sur un régulateur Siemens par exemple, qu'on voit beaucoup, et on tombe sur une programmation à 21 degrés 18, on se dit bon bah j'ai tout fait bien, et en fait en réalité c'est pas ça. Et donc comment faire pour avoir un retour réel? La façon la plus pertinente et la plus disons, pour avoir des informations, des retours chiffrés, c'est de poser des sondes de température intérieure. Et ces sondes de température intérieure, l'idéal, c'est qu'on ait un enregistrement des données pour que ce soit pas, vous ne soyez pas obligé de venir et d'avoir juste une information instantanée, mais que ce soit remonté. Alors, ça ne peut pas forcément être relié à votre chaudière parce que c'est des coûts supplémentaires, mais juste au moins vous avez l'information et derrière, vous pouvez, par empirisme, modifier vos températures. Vous posez vos sondes et vous vous dites, en fait, la nuit, je descends uniquement qu'à 18 degrés et demi. Bon, c'est que j'ai des économies à faire parce qu'il n'y a personne dans mon bâtiment. Je vais réduire légèrement. Et quand vous allez regarder, à l'inverse, si vous dites, en fait, quand les élèves arrivent ou les professeurs à 8h ou à 7h30, il fait encore 15 degrés dans le bâtiment, là, c'est qu'il y a un problème. Et probablement que l'inertie est trop importante et donc il faut que ma programmation horaire dont on parlait, il faut que je l'ajuste pour que ça coïncide avec, en fait, d'avoir un équilibre entre le confort et l'efficacité énergétique. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, pour compléter, juste pour refaire un parallèle avec la réglementation, aujourd'hui, le décret BACS est là notamment pour faciliter, pour pousser la GTB, la gestion technique de bâtiment, qui vient faciliter ce travail, vu que justement, c'est connecté et vous n'avez pas forcément à aller régler les différentes lois d'eau directement dans la chaufferie. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur, ce qui vous permet un suivi peut-être plus simple et plus accessible. C'est ça. Voilà, on peut passer à la slide suivante si tu veux, Olivier. Et donc, du coup, après, on voulait parler d'une deuxième idée reçue qui est cette notion, disons, vous avez une occupation qui est discontinue. Il y a en général personne la nuit et les week-ends. Et donc, du coup, l'ajustement de la programmation horaire, des fois, on se demande, est-ce que je ne surconsomme pas à remettre en route ma chaudière de manière plus importante le matin parce que par rapport au fait de si je n'avais pas mis de réduit ou si j'avais mis un réduit plus faible. Ça, c'est une idée reçue dans 90% des cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus la période de réduit est importante, plus on va avoir une économie. Globalement, une consommation énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est une puissance de notre installation, donc notre chaufferie en l'occurrence, multipliée par un temps. Et en l'occurrence, tant que le temps auquel on a réduit la puissance demandée est important par rapport au temps de redémarrage qui est nécessaire, plus on fait des économies. C'est pour ça que mettre un réduit entre midi et 14h, parce qu'on a, dans le cas où l'établissement, on n'aurait personne, ça, c'est pas très efficace. Enfin, c'est même pas globalement assez peu efficace. Parce que, en fait, avec l'inertie du bâtiment et la redescente, on va pas réellement faire d'économies. Par contre, sur une nuit, et encore plus sur un week-end, c'est vraiment très important d'avoir ces réduits-là et qu'ils soient efficaces, parce que dans tous les cas, on va faire des économies qui sont vraiment importantes. Et vraiment, je vous encourage à baisser votre réduit le plus possible, quitte à le redémarrer plus tôt, à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin plutôt qu'à 6 heures si ce n'est pas assez. Mais ce sera toujours plus efficace parce qu'on a un temps de redémarrage qui est globalement court. Même si on a un bâtiment qui a une très forte inertie, il ne va pas nous falloir plus de 5 heures sur des radiateurs, sur un fonctionnement classique
pour revenir sur la consommation et sur la température qui est demandée. Donc là-dessus, on fera toujours des économies. Et plus le réduit sera long, important, plus les économies seront intéressantes. À l'exception simplement d'un plancher chauffant. Et pour la même notion d'inertie, un plancher chauffant, c'est un système qui a une très forte inertie. Et donc, du coup, sur une nuit, ça dépend des cas et ça va dépendre de votre typologie de bâtiment. Et là, il faut faire des études, disons, un peu plus poussées. Mais c'est moins efficace qu'un réduit sur des radiateurs, par exemple. Voilà, et puis du coup, on avait fait ce petit graphique pour, bien sûr, c'est assez schématique, mais on peut, pour que vous compreniez d'où vient l'économie d'énergie, on voit bien que l'air, là, qui représente 5 cubes, 5 cases de surconsommation, ici entre 6 et 8 heures, est bien moins importante que si, en fait, la puissance demandée et donc la température était restée la même sur toute la période, vu que du coup, il y aurait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cases qui sont économisées. Voilà. Donc c'est assez schématique, mais ça permet de bien comprendre d'où viennent ces économies d'énergie et pourquoi on insiste beaucoup dessus. Parce que notamment dans notre expérience et dans les audits que toi aussi, tu as beaucoup réalisé dans les OGEC, on voit que la régulation de la chaufferie est assez rarement optimisée, voire pas du tout là sur la période de chauffe. C'est ça. En fait, au-delà de simplement ce qu'on voit, il faut vraiment se poser la question par rapport à votre fonctionnement de bâtiment, à l'inertie qu'on a, au système de régulation qu'on utilise. Exactement. Voilà, donc là, on a parlé beaucoup de chauffage globalement. Et maintenant, on va parler plutôt d'eau chaude sanitaire. Pourquoi? Parce que l'eau chaude sanitaire, dans le cas où c'est raccordé à la chaufferie, ça a un impact direct sur votre consommation aussi de gaz et votre consommation globale. Il y a quelque chose qui est important quand on parle d'eau chaude sanitaire, c'est qu'il y a forcément une réglementation par rapport aux brûlures d'un côté et par rapport à la légionellose de l'autre, qui implique certaines choses. Globalement, c'est résumé, on vous l'a résumé en 3 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que aux sorties des points de puisage, donc à l'endroit où en fait on demande de l'eau chaude, il faut qu'on ne soit pas à plus de 50 ou 60 degrés. C'est pour ça qu'on a des mitigeurs où on a en fait un mélange eau froide, eau chaude, pour qu'on ait une température qui ne soit pas trop élevée à ces endroits-là. Et ensuite, dans le système de production de chaleur, donc celui qui est globalement en général en chaufferie, on a souvent un ballon de stockage qui est relié à la chaufferie et ensuite qui vient alimenter l'ensemble du bâtiment avec un retour, un bouclage. Globalement, les règles, c'est qu'il faut qu'on ait minimum 55 degrés dans le ballon au niveau de la production de chaleur et donc du stockage. Et ensuite, qu'en tout point du réseau, on soit à minimum 50 degrés pour éviter les risques de légionellose. Mais c'est des règles en fait qui existent, qui ont été faites pour limiter ces risques, qui sont des risques sanitaires, donc évidemment extrêmement importants. Mais on a régulièrement le cas où on a une augmentation de la température de consigne au cas où. Donc je m'explique, c'est qu'en fait, au lieu d'être plutôt à 55 degrés, on demande une température de consigne à 65 ou à 70, ce qui en fait, en tout point du réseau, ça provoque une surconsommation et donc une économie qui serait gratuite si on baissait à 55, 56 ou 57 degrés. Exactement. Et donc, voilà, on vous a remis pour rappel. Vous connaissez sûrement ces chiffres. On parle souvent du fait que quand on chauffe, quand on a une température dans une pièce, chauffée par exemple entre 20 et 21 degrés, ça fait une économie de 7%. On dit souvent 1 degré d'écart, c'est 7% d'économie. Dans le cas de l'ECS, de l'eau chaude sanitaire, c'est différent parce qu'on est sur des hautes températures et on parle plutôt des températures de départ, mais c'est le même principe. C'est qu'on a 2 à 3% d'économie par degré gagné. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et ensuite, pourquoi on vous parle de ça aussi par rapport à la saison de chauffe? C'est que ça a un lien direct avec l'efficacité des chaudières à condensation. Et donc là, on va faire un petit retour, mais pour expliquer juste le principe d'une chaudière à condensation. On vous a souvent, j'imagine, parlé de ça parce que les chaudières gaz, elles sont soit chaudières gaz classiques, soit des chaudières gaz à condensation. Donc les standards classiques, c'est ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, on a de plus en plus des chaudières à condensation. Donc globalement, ce qui se passe, c'est que
on récupère de l'énergie qui est contenue dans la température des fumées. Donc, pour vous rappeler le système d'une chaudière à gaz, on a une arrivée de gaz. Le gaz est brûlé dans une chambre de combustion, ce qui permet de chauffer de l'eau, qui ensuite alimente vos radiateurs ou vos autres systèmes de chauffage. À cause de cette combustion, on a des fumées qui partent. Et donc, en fait, on a la création de CO2 et de vapeur d'eau qui sont contenues du coup dans ces fumées. Soit ces fumées sont directement traitées et sorties, elles sortent à 250-300 degrés, soit dans le cas des chaudières à condensation, on a une récupération de chaleur. Donc, en fait, on va avoir un échange de chaleur entre cette température de fumée et les réseaux d'eau hydraulique. Les réseaux d'eau hydraulique vont être réchauffés au contact des fumées et les fumées vont être refroidies à leur contact. Ça va provoquer le fait que la vapeur d'eau va se condenser, c'est pour ça qu'on parle de condensation, et ça va devenir du liquide. Et donc, au moment de cette condensation, c'est là qu'on a une libération d'énergie qui est très importante. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une récupération d'énergie sur les chaudières à condensation. Et c'est pour ça qu'on a des chaudières à condensation qui sont aujourd'hui bien plus efficaces que les chaudières classiques. Sauf que si vous êtes à 70 degrés de fonctionnement sur l'intégralité de votre chaudière, en fait, votre chaudière à condensation, elle ne sert à rien. Si vous aviez une chaudière classique, vous auriez exactement la même efficacité qu'une chaudière à condensation. Pourquoi ? Parce que la condensation, elle se provoque uniquement si on a une température dans nos réseaux hydrauliques qui est plus faible, qui est en général pour du gaz en dessous de 50 degrés. Et plus on est bas, plus c'est efficace. C'est pour ça que c'est très efficace pour les planchers chauffants. Comme on a de l'inertie et que c'est des gros systèmes, on chauffe plutôt à 35-40 degrés. Et c'est pour ça aussi que c'est très efficace pour des radiateurs basse température. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de radiateurs basse température. C'est qu'en fait, forcément, pour qu'on ait un échange de chaleur et qu'on arrive à avoir cette condensation, il faut qu'on ait une température suffisamment froide sur le retour. Et ça se fait si on est en dessous de ces 45-40 degrés. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que pour la température de l'ECS, ça a aussi forcément un impact. Si vous êtes à 55 et avec un retour à 50 degrés, vous allez faire de la condensation. Pas beaucoup, mais un petit peu. Si vous êtes à 70 et que vous avez un retour à 65, vous aurez zéro condensation. Et ensuite, sur les réseaux hydrauliques, c'est le même principe. Quand on parlait de la loi d'eau, c'est exactement ça. On parlait d'une loi d'eau. Donc, si on reprend l'exemple à moins 5 degrés, par exemple, si vous voyez que vous avez un réglage à 75 degrés pour moins 5 degrés, alors que vous avez un bâtiment qui est relativement bien isolé, c'est probablement que vous avez un gisement d'économie d'énergie qui est conséquent. Et donc, plus vous allez avoir un bâtiment isolé avec des radiateurs basse température, plus vous allez pouvoir baisser cette température dans vos lois d'eau. Ça, c'est à identifier avec votre mainteneur, vos responsables techniques et puis des entreprises que vous pouvez solliciter pour avoir ces informations. Et plus vous allez réussir à baisser cette température, plus votre condensation sera efficace et plus vous ferez des économies d'énergie. Merci pour cette explication très complète. J'espère que c'était clair, parce que c'est pas facile à expliquer dans la mesure où c'est quand même technique et on est c'est pas forcément très compréhensible, mais vous n'hésitez pas à me le dire dans les questions si vous avez des remarques par rapport à ça. Et ensuite, on voulait parler avec Rieux de quelque chose qui est relié, c'est que là, on a l'arrivée de votre saison de chauffe et c'est aussi l'occasion de faire un point sur vos courbes de charge. Les courbes de charge, c'est globalement la puissance que vous avez eue dans vos systèmes, dans vos consommations au cours du temps. Donc, dans votre cas, vous allez souvent avoir des courbes de charge électriques et des courbes de charge de gaz. C'est aussi l'occasion de faire un rappel là-dessus, c'est que ces courbes de charge, elles sont très intéressantes pour vous permettre d'avoir des informations sur vos bâtiments et sur vos établissements. Dans le cas des OGEC, forcément, dans les établissements scolaires, on a une consommation qui est beaucoup plus faible le week-end et la nuit. En tout cas, on l'espère, parce qu'il y a des économies à faire. Et donc ça se voit à la fois sur l'électricité et sur le gaz. Et l'avantage sur l'électricité, c'est que vous pouvez très facilement, en faisant la demande à votre fournisseur d'énergie, à Enedis, qui est le distributeur, ou si vous avez souscrit à une plateforme de supervision, elles l'ont toutes aujourd'hui. Chez Alterwatt, on en a une, donc là, voilà, c'est un exemple. Ici, vous avez, issu d'Altercoach, qui est notre plateforme de supervision, l'évolution d'une courbe de charge d'un établissement qu'on accompagne. Et donc voilà, on voit très bien les éléments clés à avoir en tête. Donc typiquement, ici, on voit qu'on a une consommation de talon à peu près 15 kW. Ça veut dire qu'on a une consommation résiduelle tout au long de l'année qui est à 15 kW.
Là, il faut enquêter en fonction de la taille de l'établissement sur est-ce que c'est normal et est-ce qu'il y a voilà, il y a des choses qui sont branchées en fait tout le temps et qui pourraient avoir donné lieu à une économie. Et ensuite, on voit très bien l'évolution jour par jour. Globalement, évidemment, le week-end, on n'a personne, donc le talon reste le même. Et par contre, on a 5 pics qui correspondent en fait aux 5 pics par semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, le pic est plus bas parce que on doit avoir moins d'activité sur ce bâtiment. Et ensuite, jeudi, vendredi, on retrouve des pics normaux. Et là, on n'a que 4 pics, mais c'est parce que là, c'est le 11 novembre. Donc forcément, c'était un jour férié, et donc on le voit directement sur vos profils de courbe de charge. Voilà, ça c'est intéressant pour vous donner de la matière, de la donnée, et c'est quelque chose auquel vous avez accès en fait, si vous en faites la demande. Et typiquement, justement, ça permettrait de se dire peut-être que dans votre courbe de charge, vous allez vous rendre compte que les 5 pics des 5 jours de la semaine sont tous égaux, alors que votre établissement, le mercredi, n'est ouvert que le matin. Il y a beaucoup moins d'activité le mercredi après-midi, voire pas du tout. Donc, il est censé avoir moins de consommation. Donc, d'où viendrait cette consommation? Et si vous voyez qu'il peut y avoir des écarts, il y a un jour qui consomme beaucoup plus que les autres de manière régulière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas justifié? Après, il y a une petite enquête qui est nécessaire. Tout à fait. Et ensuite, si on parle plutôt de courbe de charge de gaz, dans le cas du gaz, c'est plus difficile. On a rarement, sauf pour des systèmes très récents, l'évolution heure par heure. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on a accès au profil journalier. Donc, on peut faire, dans votre cas, la comparaison entre semaine et week-end. On peut aussi faire la comparaison par rapport à la température extérieure. Voilà, c'est ce qui est représenté ici. Globalement, forcément, s'il fait plus froid, on est censé consommer plus. Et donc, en fait, vos courbes de charge, elles permettent de vous donner ces informations-là. Et puis après, voilà, on arrive au début de la saison de chauffe. C'est aussi l'occasion, vous, souvent, si vous n'avez pas de plateforme de supervision, le moyen le plus simple de connaître votre consommation, c'est avec les factures. En fait, les factures, elles sont intéressantes. N'hésitez pas à faire l'exercice. Je sais que vous êtes probablement, enfin, vous avez beaucoup de choses à faire et que c'est toujours difficile de trouver le temps là-dessus. Mais voilà, si vous regardez votre consommation, vous comparez avec le même mois l'année d'avant et vous regardez si vous avez consommé plus ou moins. Après, il y a aussi des ordres de grandeur. Rieux l'a dit en préambule. On consomme en moyenne 80 à 100 kWh par mètre carré par an dans des établissements scolaires. Comparez ça avec votre consommation et vous vous dites, là, c'est vrai qu'il y a un problème. Je consomme un petit peu trop par rapport à ce que j'ai imaginé ou je consomme beaucoup moins que l'année d'avant. Ça veut dire que ce que j'ai fait a eu un impact. C'est pas des choses, c'est pas des économies directes, ce dont on parle là sur l'analyse des courbes de charge, mais ça vous donne de la matière et ça vous donne la possibilité de comprendre le fonctionnement de votre bâtiment. Il y a Madame Bernardin qui te redemande la moyenne de consommation. Oui, c'est en moyenne 80 à 100 kWh par mètre carré par an. Voilà, ça peut varier en fonction de la vétusté de votre bâtiment. Si on a un bâtiment qui est très isolé, on est généralement plus bas, 50 à 60. Et quand on a des bâtiments mal isolés, mal régulés, on monte à plus de 150, 160 kWh par mètre carré par an. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, on voulait parler aussi rapidement des bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, dans votre cas, dans des établissements scolaires, on sait très bien, quand on passe faire les audits énergétiques, notamment, on s'en rend bien compte, c'est des endroits, c'est des espaces où on a énormément de passages. Toutes les personnes ne sont pas spécialement sensibles à la consommation énergétique. Et en plus, concrètement, ce n'est pas elles aussi qui payent les factures, elles sont moins concernées. Mais il y a quand même un vrai travail de sensibilisation à faire par vous, par nous aussi, en tant qu'experts en énergie, et donc de constamment l'expliquer. Et donc là, on voulait simplement vous expliquer 2-3 petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Même chose dans ce bilan en début de période de chauffe, à avoir en tête. Donc la première chose, c'est sur les robinets thermostatiques. Vous êtes beaucoup à en avoir aujourd'hui, des robinets thermostatiques. Ce qui est bien, ça permet d'avoir une régulation pièce par pièce de vos salles et de vos bâtiments. Mais il y a une erreur qui est faite classiquement par les usagers, c'est de penser que j'ai froid, donc je vais ouvrir mon robinet thermostatique à fond, le mettre sur 5 pour que ça chauffe plus vite. Et généralement, derrière, j'oublie de le redescendre sur 3. Et en fait, ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que le robinet thermostatique, il a une sonde
un petit thermostat qui est intégré, donc un bulbe thermostatique. Et en fonction de est-ce qu'on a atteint la consigne qui est demandée, donc 3 en général, c'est à peu près 21 degrés pour vous donner un ordre de grandeur. Et en fait, dès qu'on dépasse cette température, le bulbe va faire un effet poussoir et va stopper l'eau qui va arriver dans le radiateur, et donc on ne va plus chauffer. Et donc en fait, le robinet thermostatique fait directement cette régulation. Sauf que le débit, il est le même qu'on ait mis sur 3 ou qu'on ait mis sur 5. Donc ça n'aura aucun impact de faire ça. Et en fait, le fait de le mettre par exemple sur 3 fait que vous avez déjà un réglage qui est effectué. Et après ça, il y a beaucoup d'élèves et de professeurs qui touchent les robinets thermostatiques. Il existe aujourd'hui des coques de blocage, ou des coques de protection. Donc en fait, vous le mettez autour du robinet et ça permet d'avoir de la tête et ça permet d'être régulé uniquement par le personnel technique généralement. Ça permet de maintenir aussi les robinets en bon état pendant plus longtemps, vu qu'on sait que voilà, dans ces salles où il y a beaucoup de passages, Oui. des écoliers qui peuvent être un peu chapardeurs, les robinets thermostatiques peuvent être abîmés. Donc le taux de disparition de ces robinets, de ces têtes thermostatiques est effectivement élevé dans le cas où on n'a pas de... Exactement, il y a des solutions aujourd'hui pour éviter ça. Tout à fait. Ensuite, la deuxième chose dont on voulait parler avec Rio, c'est sur l'aération des salles. C'est toujours la même chose, ça dépend du niveau de l'âge de votre bâtiment et de son niveau de performance. Mais généralement, ce qu'on observe, c'est que dans les salles de classe, on n'a pas forcément de ventilation double flux avec un soufflage et une extraction, une récupération de chaleur entre les deux. Dans l'enseignement, aujourd'hui, c'est quand même assez limité. Ça se fait dans les bureaux, dans les salles de réunion, mais dans les salles de classe, c'est généralement uniquement, vous avez une ouverture au niveau des fenêtres, et puis sinon, vous aérez. Ça, globalement, c'est des bonnes pratiques et c'est de l'usage parce que vous ne pourrez pas faire beaucoup mieux. Mais ce qui est conseillé, c'est d'aérer 5 à 10 minutes toutes les heures. Ça, c'est ce qui vous permet d'avoir des normes hygiéniques, des normes sanitaires qui sont respectées. Évidemment, après, il faut être logique, et ça, c'est de la sensibilisation, mais c'est sur le fait de plutôt privilégier le fait d'aérer au moment où il fait plus chaud. Donc, généralement, surtout sur les périodes de mi-saison, à partir de 14 heures, voilà, l'aération est plus facile, donc de ne pas hésiter à le faire à ce moment-là. Surtout que 30 élèves, ça chauffe. Donc voilà, on a quand même une température qui augmente naturellement. Et après, l'idéal, de la même manière, quand on parlait des sondes de température intérieure tout à l'heure, l'idéal, c'est aussi, si vous avez vous pouvez acheter des sondes CO2. Ça ne coûte pas très cher. Voilà, il y en a pour 20, 30, 40, 50 euros. Vous les installez dans une ou deux pièces test. Et globalement, dès que ça dépasse 1000 ppm de concentration de CO2, c'est qu'il faut aérer, en gros. Et donc, du coup, ça permet de voir à quel point vous avez une concentration en CO2 qui augmente sans aérer. Et ça vous permet derrière d'adopter les mêmes bonnes pratiques dans toutes les salles de vos établissements. Et d'ailleurs, pour rebondir sur l'information que tu dis, on n'a pas mis cet ordre de grandeur qui peut vous intéresser sur le fait que, évidemment, des élèves, ça chauffe une salle. Aujourd'hui, tu me corriges si je me trompe, mais la température qu'une personne dégage est de 80 watts par personne. Donc, s'il y a 10 personnes, on est à un petit radiateur. Donc, une classe de 30 personnes, on a 3 petits radiateurs supplémentaires dans la salle. Donc, avoir en tête que peut-être qu'à la fin de la première heure de cours, c'est possible aussi de baisser le robinet thermostatique pour baisser la température demandée parce que vous avez en fait 3 radiateurs humains dans votre salle en particulier et même plus s'ils reviennent tout juste d'EPS et que leur premier réflexe c'est d'enlever tout leur pull parce qu'ils ont trop chaud dans la salle. Tout à fait, exactement, c'est le bon ordre de grandeur. Et Monsieur Dufour qui redemande l'utilité des robinets thermostatiques. Oui, bien sûr. Alors, donc, le robinet thermostatique, voilà, vous avez une image de son fonctionnement en haut à droite. Donc, l'idée, c'est qu'un robinet thermostatique, vous avez votre radiateur et vous avez une tête thermostatique au bout. C'est l'endroit où, vous savez, vous pouvez régler c'est ce qu'on règle de 1 à 5. Quand on a un robinet classique, on n'a pas ce 1 à 5. On a simplement voilà, un fonctionnement classique et puis on peut l'ouvrir ou le fermer. Quand on a un réglage de 1 à 5 et qu'on est sur un robinet thermostatique, on a une sonde intérieure.
Cette sonde, elle calcule, en fait, elle a un thermostat qui permet de définir une température type en fonction de si on est sur 1, 2, 3, 4 ou 5. Le débit va être le même, mais dès qu'on dépasse la température souhaitée, le thermostat dans la salle, le thermostat active en fait, on a la tête thermostatique qui se bloque et qui vient bloquer le débit d'eau qui rentre dans le radiateur. Et donc, du coup, on n'a plus de l'eau chaude qui arrive. Et donc, ça fait redescendre progressivement la température puisque le radiateur ne chauffe plus. Et il redémarre dès que on a une température qui est dans la salle qui est du coup inférieure à la température souhaitée paramétrée sur le robinet thermostatique. Alors que dans le cas d'un robinet classique, juste pour finir là-dessus, c'est qu'on a le même principe, on a le même débit qui vient, sauf que c'est absolument pas réglé. Donc si on met à 0 ou si on met à fond, on n'a évidemment pas le même débit qui va venir. Mais par contre, il n'y a pas du tout de lien avec la température intérieure. Donc on n'a pas de régulation dans la salle. Merci Aubin. Voilà. Et puis après, voilà, deux petites pratiques aussi que vous avez sûrement plus en tête, mais qui sont importantes de noter aussi, c'est que on parle de salle de serveur. Généralement, vous avez une salle de serveur par bâtiment au maximum. Et ces salles de serveur, ce sont des salles qui sont climatisées pour les serveurs. Aujourd'hui, ça dépend de l'âge de vos serveurs, mais ça ne sert plus à rien de climatiser à 17 ou 18 degrés. C'est simplement voilà, c'est de la sécurité qui est plus utile. Les salles serveurs aujourd'hui, elles sont paramétrées pour fonctionner très bien entre 23 et 26 degrés, sans problème. Donc du coup, c'est un petit peu dommage de chercher à chauffer l'entièreté de son bâtiment à, mettons, 20 ou 21 degrés et d'avoir une pièce qui est climatisée à 18, qui du coup fait l'effet inverse. Et donc du coup, on a vos deux consommations électriques et de chauffage qui augmentent. C'est à confirmer parce que si vous avez des anciennes salles serveurs, ne mettez pas voilà, une consigne à 25 degrés parce que vous pourriez avoir des problèmes. Mais dans l'écrasante majorité des cas aujourd'hui, voilà, une consigne à 23, 24 degrés dans des salles serveurs, c'est suffisant. Et enfin, la dernière chose à avoir en tête, c'est au niveau de l'éclairage. Ça, vous le savez, hein, parce que globalement, vous avez tous fait un relamping au fur et à mesure avec remplacement de l'éclairage incandescent, fluorescent par du LED. C'est bien, ça fait des économies d'énergie. Et le LED, ça consomme moins alors que ça éclaire plus. Et donc, du coup, la seule chose à avoir en tête, c'est que le cas le plus global, c'est que vous aviez des tubes fluorescents avec des 4 fois 18 watts, donc 72 watts de puissance. Et ça, vous les remplacez par des dalles LED. Sur une dalle LED, excusez-moi, vous n'avez pas besoin de mettre la même puissance. Généralement, on divise à peu près par deux la puissance qu'on installe quand on met du LED par rapport à la puissance de tubes fluorescents. Donc voilà, ça à avoir en tête aussi, juste rapidement, dans votre disons, plan de rénovation et de relamping. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Aubin. On arrive à la fin de notre présentation. Alors voilà, je pense que la majorité d'entre vous nous connaissent, mais pour rappel, donc voilà, Alterwatt, on est bureau d'études en rénovation énergétique, en efficacité énergétique des bâtiments. Vous avez une liste non exhaustive des sujets sur lesquels on peut vous accompagner aujourd'hui. On était très heureux de pouvoir vous partager ces connaissances, vous aider à agir déjà, essayer d'agir par vous-même dans votre établissement. Aujourd'hui, du coup, on peut déjà que vous recommander, notamment lors du lancement du chauffage. Peut-être que votre chauffagiste vient pour l'occasion pour relancer la chaufferie. N'hésitez pas à le questionner sur ce sujet de régulation, quelle est la loi d'eau, et vraiment le questionner parce que le métier du chauffagiste, ça ne va pas être de faire des économies d'énergie. Ça va être de faire en sorte que votre chaufferie fonctionne. Ça va être de faire en sorte que voilà, tout fonctionne bien, il est là pour la maintenir, etc. Mais les petits régulateurs qu'il peut y avoir sur votre chaudière, ils n'y touchent pas forcément chaque année. Peut-être qu'ils sont restés en réglage usine depuis le début. Et donc, ça vaut le coup de faire le point avec lui pour qu'il vous aide à reprogrammer la régulation de manière pertinente. Complètement. Et pour compléter, effectivement, c'est vrai que le but du chauffagiste, en général, c'est que l'installation, elle fonctionne bien. Évidemment que pour vous aussi, il faut que l'installation fonctionne bien, sinon vous allez avoir des problèmes dans votre établissement. Mais autant en profiter en même temps pour faire des économies d'énergie, d'autant plus que ça peut augmenter la durée de vie de vos équipements si vous avez une régulation qui est pertinente. Et beaucoup de choses qu'on s'est dit fonctionnent par tâtonnement.
Vous n'allez pas trouver spécialement la solution tout de suite, mais c'est voilà, en faisant des petits réglages comme ça que vous allez vous rendre compte de est-ce que voilà, on a une consigne qui est trop faible, qui est trop forte, une programmation horaire qui n'est pas adaptée, qui est trop longue, qui est trop faible, et que en fait, vous allez arriver à bien réguler votre bâtiment et ça se verra directement sur vos consommations. Super, on a une première question. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore 5 minutes devant nous. Donc, M. Eric qui demande de combien de degrés on recommande de baisser entre la température de confort et la température de réduit. Question très importante. Très importante et qui malheureusement diffère vraiment selon les sites. Le réglage, on va dire type, c'est à peu près 4 degrés d'écart entre confort et réduit. Sauf qu'en réalité, des fois, ça, c'est pas du tout efficace. On a un réduit qui est largement insuffisant. Et donc ça, voilà, il faut voir. En fait, il faut en général faire l'étude. Mais il y a plein de cas où on met plutôt un réduit de 6 ou 7 degrés parce que le réglage usine n'est pas adapté au fonctionnement du bâtiment. Voilà, normalement, si vous avez déjà réalisé un audit énergétique, souvent les températures de consigne et de réduit, ce sont des choses qui sont étudiées et il y a des recommandations qui sont faites par rapport à votre bâtiment. Donc, si vous avez un audit à votre disposition, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir aussi un réduit peut-être nuit et un réduit pour le week-end En général, la température de réduit, c'est la même que ce soit pour la nuit et pour le week-end. Ah oui. Donc du coup, on programme la même chose que ce dont on parlait pour la nuit. Il y a une autre température qui existe souvent, c'est la température hors gel, qui est la plus basse possible, en général à 10 ou 12 degrés, et qu'on programme par exemple sur la période de vacances à Noël. Mais par contre, pour le week-end ou pour la nuit, on utilise la même chose en général, qui est la température réduite. Très bien, très intéressant toutes ces infos déjà. Aubin, merci beaucoup. Alors, je lis la question de M. Dufour. Ne faut-il pas augmenter l'écart si les bâtiments n'ont pas d'inertie et réduire l'écart si les bâtiments sont correctement isolés avec inertie? Alors, la notion d'écart, oui, mais ça va surtout être la notion de programmation horaire qui va être importante. Si on a une forte inertie, on va plutôt avoir tendance sur la programmation horaire à passer en mode réduit à partir de 16h, voire 15h30, parce qu'en fait, on sait qu'on va avoir 2-3 heures où il va faire encore largement suffisamment chaud et que la descente de température, elle va s'observer plus tard. Et par contre, à l'inverse, le matin, il va falloir vraiment penser à chauffer plus tôt, pas faire un redémarrage à 7h ou à 6h30, parce que quand vous allez arriver à 8h, il va en faire encore trop froid dans le bâtiment à cause de cette inertie. Et donc, du coup, faire redémarrer plutôt à 5h ou à 5h30. Donc, ce n'est pas tant sur les températures qu'il faut jouer par rapport à l'inertie, mais plutôt sur la programmation horaire que vous paramétrez. Oui, tout à fait, parce que finalement, un bâtiment qui est très isolé, qui est très bien isolé, qui a une longue inertie pour perdre sa température, finalement, on va pouvoir couper la chaufferie au milieu de l'après-midi et garder la température. Exactement. En revanche, le chauffage, encore une fois, si c'est bien isolé, réchauffer le bâtiment le matin, là, peut pas forcément prendre plus de temps. Ça dépend en fait, l'inertie, elle dépend surtout du système de chauffage, Oui. pas tant alors si, aussi du type d'isolation, mais pas tant du niveau d'isolation. Elle dépend aussi forcément du niveau d'isolation. Mais effectivement, disons que ça ne jouera pas sur votre consigne, parce que de toute façon, votre consigne, c'est la température que vous souhaitez en fonctionnement, disons, nominal de bâtiment. Mais par contre, la programmation horaire, elle permet d'adapter ce décalage. Voilà, on vous conseille aussi d'essayer d'étudier ça un peu de manière par empirisme, comme tu en parlais, d'acheter peut-être des sondes de température intérieure si vous n'en avez pas, qui enregistre les données. On insiste bien là-dessus pour que vous puissiez regarder sur une semaine. Et puis à partir de là, essayer de baisser de 1 degré, voir la semaine suivante comment se comporte le bâtiment. Est-ce que vous avez des retours de vos collègues qui vous disent qu'il fait trop froid le matin, ou s'il n'y a pas de retour, tout va bien. Et puis petit à petit, comme ça, gagner en économie d'énergie, bien sûr. Si vous avez besoin d'accompagnement, on peut aussi vous aider là-dessus de manière un peu plus précise. Tout à fait. Et pour compléter, nous, quand on fait un audit énergétique au sein d'Alterwatt, on pose des sondes de température et d'humidité. Et en fait, on est souvent surpris parce que
Donc, on laisse ces capteurs de température pendant 4 à 5 semaines. Et en fait, on se rend compte souvent qu'on a un réduit qui est très faible, qui est, alors même qu'on a paramétré 3 ou 4, le réduit, il peut être de 1 ou 2 degrés maximum. Et ça arrive très souvent dans l'enseignement. Voilà, les dernières petites pubs, notamment, vu qu'on voyait des screenshots sur une de nos prestations, enfin l'accès à notre plateforme AlterCoach, voilà, qui est quelque chose qui nécessite assez peu d'investissement. Si vous avez moins de 10 compteurs, ce qui est généralement le cas de points de livraison, le tarif est de 200 € par compteur par an, et puis on s'occupe par la même occasion de vos déclarations opérates. Et grâce à cette plateforme, vous avez accès aux informations de votre courbe de charge, vous avez des alertes sur vos surconsommations, et ça permet de vraiment enquêter sur qu'est-ce qui consomme quand de l'énergie, et toujours chercher à baisser vos consommations. Voilà, il est 14h30. Merci à tous pour votre attention. Une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un intérêt à arrêter les chauffe-eau électriques pendant les vacances? Voilà, monsieur Ney qui nous pose la question. Les arrêter, je ne sais pas, parce que en fait, un chauffe-eau électrique, a vraiment une consommation qui dépend du besoin. Et donc, si vous n'avez pas de besoin, vous allez vraiment avoir une consommation négligeable. Par contre, ce qui est possible et ce qui est intéressant, c'est de regarder les tarifs heure pleine, heure creuse que vous avez en fonction des tarifs. Et pour les chauffe-eau, c'est possible de programmer le temps de chauffe, de le programmer sur des périodes où vous payez moins cher. Ce ne sera pas une économie énergétique, mais ce sera une économie financière. Et généralement, ça vous intéresse aussi. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, bon courage pour cette entrée dans cette période de chauffe qui se rapproche. Nous, on se tient à votre disposition si vous avez besoin d'accompagnement sur tous ces sujets d'efficacité énergétique. Merci à tous pour votre attention, d'être restés connectés tout du long. Merci pour vos questions et pour ces commentaires chaleureux. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.